Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, notre carte blanche est consacrée au film Au nom de la vie, que vous avez été nombreux à visionner sur notre chaîne. Le 2 octobre 2020, Alex dévaste une grande partie des Trois-Vallées. Les réalisateurs Christian Pasquier et Bernard Ferrand nous relatent à travers leur documentaire et à travers des témoignages poignants ce qu'ont subi les habitants. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions par l'intermédiaire du chat et Norbert les retranscrira. Je passe la parole à Christian et à Bernard, à vous pour vous présenter. Merci. Bernard Ferrand, donc je suis le responsable de l'atelier vidéo de Vorep, donc UCB7. J'ai commencé le cinéma en 1977 avec du Super 8. On avait créé un club à Vorep dans le cadre de l'association Corefa, un club Super 8. Ensuite, au niveau de la MJC, j'ai avec entre autres Jean-Louis Schoenbach qui nous a rejoint là maintenant au club depuis quelques temps. On avait créé le club atelier vidéo de la MJC. Et en 1990, on a créé le festival vidéo de Vorep. Ensuite, Jean-Luc Robierja nous avait rejoint et à ce moment-là, on a rejoint nous aussi la FFCV, donc la fin des années 90, début 2000. En 2010, avec l'aide de notre ami regretté, donc François Crollard, on a créé l'éducation à l'image au sein de la MJC, qui est quelque chose qui tourne relativement bien. Et puis, donc, en novembre 2018, j'ai rencontré Christian. Pour ce qui est de mon parcours, il est beaucoup moins important que celui de Bernard. Moi, je suis musicien, j'ai été prof au conservatoire pendant toute ma carrière. J'ai donné beaucoup de concerts, j'ai été professeur de guitare classique et j'ai donné concerts dans plus de 40 ou 45 pays, donc j'ai beaucoup voyagé. Et puis, j'ai découvert la vidéo il y a seulement une dizaine d'années, dans ce petit village dont on va parler tout à l'heure, Venançon. 160 habitants à 1200 mètres d'altitude en haut de la Vésubie, à 1 heure de Nice. Et on avait créé une association culturelle, les Rencontres de Venançon. Et là, une amie un jour dit, si on faisait un film avec les gens du village, moi j'avais une petite caméra toute simple, et on s'est lancé dans cette aventure. Et j'ai découvert en fait à ce moment-là la force d'expression et de création que représentait l'image et le son et le tout mélangé à travers la vidéo. Et depuis, j'ai pas quitté ça. Et puis, je faisais des films sur la vie du village, sur l'environnement un petit peu de cette vie montagnarde. Et puis un jour, j'ai envoyé ça à l'atelier de Vorep. Et j'ai comme ça rencontré Bernard. Mais ça, je vais lui laisser raconter notre rencontre parce que c'était pas banal quand même. Et à partir de là, je vous ai découvert la FCV. Et franchement, j'ai été, si j'habitais pas si loin, je serais sans arrêt avec eux à Vorep, c'est une équipe extraordinaire. C'est donc une collaboration entre l'atelier de Vorep et l'association Harmonique qui gère les films que je fais localement. Et là, j'ai découvert vraiment des gens passionnés, que ce soit à travers l'atelier local, à travers la région, à travers vous, la fédération nationale, avec cette envie de partager, d'échanger et de fédérer tout ça. Et par les temps qui courent, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et d'ailleurs, ça me va très bien parce que je me considère vraiment comme un très modeste amateur. Et du coup, c'est la notion d'échange et de partage d'expérience qui m'intéresse. On s'est rencontrés donc sur un marché dans un village de la Vésubie, à Roquebillière. Et moi, j'avais commencé à faire quelques films quand je venais en vacances, puisque avec la retraite, j'y suis très souvent dans la Vésubie. Et puis, moi, j'avais commencé à dire, ça serait quand même vachement bien si je trouvais quelqu'un avec qui je pourrais faire des choses, parce que je fais des choses, mais pas avec des gens qui sont passionnés de la part de la vidéo. Et donc, on se rencontre, on discute, et on s'aperçoit que on avait exactement la même idée pour faire le même film tous les deux. C'est le film donc qu'on a présenté en 2021, qui a eu le prix donc l'Espoir paysan. Voilà, donc ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit ben on va continuer. Et puis est venue la tempête Alex. Alors la tempête Alex, Christian était chez son fils et il n'avait pas le droit de rentrer chez lui, donc à Besançon, parce que il fallait que les gens il fallait qu'il y ait le minimum de personnes. Et moi, j'étais parti de la Vésubie quelques jours avant. Donc, on s'est dit, ben voilà, on va faire un film, un documentaire, un reportage sur le village de Besançon, puisque Christian connaît presque tous les habitants de Besançon. Et c'est ce qui a permis, justement, de pouvoir avoir tous ces témoignages. Comment vous avez fait, comment vous avez dit, combien de temps ça a duré, etc., pour que
qu'on puisse exactement, dans d'autres circonstances, c'est des conseils, on a besoin de ça, quoi. Alors, il y a un passage entre les deux films. Il y a malheureusement un témoignage d'une personne, une jeune femme sinistrée, Oui. qui est, si je ne me trompe pas, une actrice Exact. principale du film Espoir paysan. Exact. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce film, reportage ou documentaire? On est dans le vif du sujet directement. Il y a la spontanéité, il y a la fraîcheur des gens qui n'ont rien préparé du tout et qui doivent s'exprimer ou pas s'ils refusent devant la caméra. Donc pour moi, c'est plutôt un reportage. Est-ce que ce film, vous l'avez scénarisé à l'avance ou alors c'est en fonction des matériaux que vous aviez, quoi? Et on a appris par la télé, comme tout le monde, que notre vallée était détruite complètement. Donc, je n'ai pas pu rentrer pendant 5 semaines parce qu'il n'y avait plus d'accès, il n'y avait pas assez d'eau, pas de téléphone, pas d'électricité, pas de nourriture. C'était l'armée qui livrait tout ça. Donc, le maire nous a dit, surtout si vous voulez nous aider, ne rentrez pas. Tout le monde s'est rassemblé dans ce moment-là et ça a changé quelque chose dans la vie du village. Et quand j'ai appelé Bernard pour lui dire, écoute, voilà ce qui se passe à Besançon, il y a un sujet de film là qui est magnifique parce qu'il y a une vraie leçon presque, j'allais dire, de vie, d'humanité, de démocratie même. Et là, il y a un film à faire. Et voilà, donc j'ai appelé Bernard, j'ai dit qu'est-ce que t'en penses? Et il a dit bon, on y va. C'est comme ça que ça démarre. Quelle a été votre démarche? C'est-à-dire qu'avoir 3 tonnes de rush et en faire un film, ou alors faire un film avec 3 tonnes de rush? Je veux dire, c'est que qu'est-ce qui vous la vraie démarche, quoi, c'est quoi? J'avais en tête une vraie construction avant de filmer quoi que ce soit. Première question qu'on allait poser aux gens, c'est comment vous avez vécu cette tempête dans votre chair, dans votre être, comment vous vous êtes organisé dans le village, c'est le début de la résilience, et quel regard vous avez sur le futur. Voilà, ça c'était les 3 questions de base. Et ensuite, devait s'ajouter, mais ça c'est venu un peu plus tard, la musique, et moi je crois beaucoup aux symboles, de l'eau, des regards. Effectivement, on peut noter qu'au début, la tempête, l'eau est terrifiante, elle emporte tout. Et à la fin du film, et même avant, il y a ce côté très apaisant d'une eau calme. Voilà. Moi, je crois à ces symboles qui représentent un peu une renaissance de quelque chose. Il y a une destruction épouvantable, hein, et d'un seul coup, il y a un renouveau qui se crée par un apaisement. Voilà. Et ensuite, cette musique, je l'ai écrite parce que j'avais déjà travaillé sur ce thème, sur le chant des éléments. C'est-à-dire que j'ai utilisé un tambour d'eau africain. C'était donc pour l'élément eau, et puis ensuite un argylophone qui est un balafon, mais entièrement construit en argile, donc c'est l'élément terre, et la flûte de Pan pour l'élément air. Donc moi j'avais déjà ça en tête, et après on a réfléchi à tout ça avec Bernard, comment le construire. Je laisse la parole à Bernard. Donc en fait, on s'est dit, on va d'abord écouter les habitants. C'est ce que donc il a réussi par l'intermédiaire de la municipalité de contacter tous ceux qui voulaient bien parler. Moi, je l'ai aidé sur 2-3 interviews, mais la plupart, c'est lui qui les a fait avec Jean-Claude Boetti pour le son. Et donc, il s'est retrouvé avec une 50aine peut-être même plus de témoignages. Il était quand même le plus apte à choisir parmi ces témoignages quels étaient les plus intéressants. Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a eu d'abord un premier film qui a été fait pour le village de Besançon, d'une 40aine de minutes, où là, pratiquement chaque personne qui avait dit un mot apparaissait à l'écran. On a essayé quand même qu'il n'y ait pas trop de choses qui se répètent d'une personne à l'autre. C'est Hélène Linard qui a fait le papier sur votre film. Voilà, donc il me semblait que c'était pas Charles, hein? Voilà. D'accord, voilà. Oui, c'était pour dire simplement qu'on avait essayé justement de ne pas être trop répétitif dans les réponses des gens et d'essayer au contraire de quelqu'un amène un petit plus, quoi, même s'il dit des choses un peu équivalentes. Voilà. C'est à partir de ça qu'on a démarré, c'est-à-dire à partir de tous ces interviews qui ont été dans un premier temps filtrés par Christian pour le film donc de 40 minutes. Est-ce que vous avez demandé des autorisations par rapport à ces interviews pour voir si ils étaient d'accord qu'on puisse diffuser leur visage? C'est une question essentielle, j'allais y venir. Pour compléter ce qu'a dit Bernard, c'est que la difficulté d'un film, d'un reportage comme celui-ci, c'est qu'on touche à la souffrance humaine. Et quand on touche à ça, c'est extrêmement délicat d'aller dire aux gens, voilà, on va venir avec une caméra et on va filmer votre souffrance et vous direz ce que vous voulez. Donc, surtout que ils ont été, gavés par les vautours médiatiques qui étaient présents pendant des jours et des jours à Saint-Martin, qui allaient dans les chaumières partout faire parler les gens pour chercher le sensationnel et l'audimat. Donc, dès que, pour certains, et notamment ceux de Saint-Martin à qui j'ai proposé de participer, ils ont dit non d'emblée. Et dit nous, on ne peut plus supporter un écran, un objectif de caméra devant les yeux. Parce qu'on a tellement été sollicités et même
de manière irrespectueuse, comme on sait que certains grands médias savent le faire. Donc, il a fallu faire, et ça je le dis pour des gens qui voudraient faire des reportages, ça c'est une vraie expérience, c'est pas, je n'ai pas de compétences professionnelles évidemment, mais l'expérience humaine a montré que quand on va toucher à l'humain, il faut être extrêmement sensible, avec beaucoup de tact, beaucoup de psychologie. On peut pas aller trouver les gens avec une caméra en disant non, tu vas parler. Donc, j'ai proposé au maire de Besançon, et d'ailleurs, on se connaît tous dans un village 160 habitants, j'ai fait 3 ou 4 films avec tous les gens du village, on se connaît tous, ils savent que je les ai jamais trahis et j'ai jamais été irrespectueux à leur égard. Quand je leur ai proposé de se faire de ce film, il y a 50% du village qui a dit, nous, on va parler. C'est-à-dire 50 personnes sur les 100 qui sont restées. Donc, c'était une confiance totale qu'ils m'ont faite. Et je dois dire que les scènes de tournage avec Jean-Claude, qui a fait le son, et Roselyne, qui a servi de script, a été des moments d'immense émotion. Il y avait des grands moments de silence, de solitude aussi de la part des gens qui venaient de vider ce qu'ils avaient dans le cœur parce qu'ils n'avaient pas pu le faire avant, au point que, on en parlera peut-être plus tard, quand on a eu ce prix et ce grand prix, on a offert ce prix, ce grand prix au village. Donc, il y a eu une petite cérémonie et tous les gens du village étaient là. Et la première parole qu'a dite le maire, elle a dit, voilà, avec votre film, vous nous avez aidés à nous soigner, à guérir. Ça, c'était le plus beau cadeau que l'on puisse avoir quand on fait un film qui est aussi sensible que ça de la part de tous ces habitants du village. Et tous les témoignages qu'on a eu après vont dans ce sens en disant qu'ils étaient vraiment heureux d'avoir participé à ce film-là. Donc, cette démarche vers un reportage, c'est pas un reportage lambda, on va dire. Ça touche vraiment quelque chose de très sensible et là, il faut y aller vraiment avec beaucoup de tact. Il y a des moments que j'ai bien aimés où il y a un peu de scénarisation, un peu de docu-fiction, où vous avez des images souvent des fois un petit peu ralenties ou désaturées au niveau colorimétrie. Ça implique encore un peu plus le spectateur. Qui c'est qui a eu l'idée, ça? On s'est dit, il y a peut-être quand même, bon, justement, pour casser un petit peu le rythme par exemple, le garçon qui a failli passer dans l'eau, qui fait un geste en disant s'il m'avait pas attrapé, voilà. On a essayé de faire une fois ou deux, on a pour essayer de rendre les choses un peu moins brutales, quoi. J'avais remarqué ce beau moment d'émotion où tu ne le laisses pas forcément finir sa phrase, tu ralentis l'image et presque Voilà. jusqu'à la figer, et c'est le spectateur qui ressent l'émotion. Dans cette scène-là où il y a Julien Et les et jeunes, là, les 2 jeunes qui traversent le pont, à ce moment-là, quand j'ai parlé de ça à Julien, j'ai dit, écoute, ça serait sympa, parce que le pont était interdit, hein, tout était barricadé, le reste du pont, c'était une planche sur des piliers en béton qui restait, donc c'était formellement interdit. Ce qu'on a fait là, c'était totalement interdit. Donc, il pleuvait ce jour-là, et on se met d'accord avec Julien et son copain qui était monté de Nice et qui avait passé le pont dans les conditions de la tempête, ce qui leur a valu de ne pas pouvoir aller au village, comme ils le disent dans le film, et que les parents, pendant toute la nuit, ont tourné en rond parce qu'ils n'avaient plus de nouvelles. Ils étaient partis de Nice en voiture, ils étaient dans la vallée et ils n'étaient pas chez eux. Jusqu'au lendemain matin, ils n'ont pas su que leur fils était encore vivant. Donc, il s'est ramassé un sacré savon quand il est rentré. Voilà. Donc, on a tourné cette scène, effectivement, sous la pluie, où il traverse le pont vite fait, où je fais quelques images sur les pas qui courent, pour apporter une espèce, comme l'a dit Bernard, un rythme aux images et aux récits. Voilà. Les images que l'on voit de la catastrophe, donc ce sont les images des téléphones ou des gens, où il y a des empreintes télévisuelles. Non, toutes les images qu'on a là alors elles ont été sur Internet parce que c'est les seules images qui ont tourné dans le monde entier, en fait. Ce sont celles qui ont été faites par téléphone, par les gens, soit de Saint-Martin-les-Ubis, soit de Venançon. Et toutes les images qu'on a utilisées sont des images faites par eux. Par exemple, la gendarmerie et l'hélicoptère, ce sont des gens de Venançon qui étaient dans l'hélicoptère et qui étaient héliportés pour sortir du village, qui ont fait cette image où on voit le gendarme qui est dans le vide. Mais c'est avec l'accord de tous ceux qui ont fait les images qu'on les a utilisées. Ce sont des images qui sont certaines pas très bonnes parce que les gens ne sont pas habitués à filmer. Ça a été fait vite dans l'urgence, dans le traumatisme. Est-ce qu'il fallait mettre des images comme ça qui ne sont pas d'une grande qualité, d'un format particulier ou pas? Mais en tout cas, pour Bernard et moi, je pense que Bernard était d'accord avec ça. Pour nous, le plus important, c'était pas la qualité de l'image, c'était le témoignage et montrer ce qui s'est réellement passé en quelques secondes au début de ce film, avec des images, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient pas bonnes. L'essentiel, c'est de garder en mémoire ce qui a eu lieu. Il y a un gros travail de documentation. Vous avez vraiment été chercher tous ces éléments. Ça représentait combien d'heures de rush par rapport au film final? Il y a 50 heures de rush. Énorme, 50 heures.
Ouais, c'est énorme, voilà. Donc, c'est un truc de fou. Quand une personne s'exprime et est en souffrance et a besoin de dire des choses, on ne peut pas couper la caméra. J'ai un ami cinéaste qui m'a dit, il faut que tu coupes, elles les arrêtes, il faut plus qu'ils parlent. Et je dis, c'est pas possible. Ces gens-là, ils sont en souffrance et ils sont en train de vider leur cœur, de toute cette tension-là. Donc, on ne peut que les laisser parler. On ne peut pas dire, stop, maintenant ça va, j'ai ce qu'il faut pour mon film, c'est fini. C'est impossible. Version longue, elle durait combien de temps? 40 minutes à peu près. Hein. 40 minutes, d'accord. Donc quand même, dans tous les cas, en partant de 5 heures de rush, 40 minutes, quand même, il y a un sacré lagage. Hein. Ça a été des mois et des mois de travail. Et à chaque fois, quand je faisais une sélection, je les envoyais à Bernard. Bernard, il disait, bon, ça colle, est-ce qu'on enchaîne ça avec ça? Comme il a dit tout à l'heure, on s'est échangé sans arrêt par mail tous ces fichiers, toutes ces successions de propos. Donc, comme il a dit que moi, je sélectionnais parce que je les avais vécus avec les gens, Oui. donc c'était plus facile pour moi. Et après, mais il fallait le regard extérieur et l'expérience de Bernard pour montrer la cohérence des enchaînements et un récit bien construit. Voilà. Donc, c'est cet échange permanent qu'il y a eu entre tous les deux qui a donné le résultat que vous connaissez. Charles Ritter vient de poster une petite phrase où il revient sur la relation de confiance et il dit, je cite, un paramètre effectivement très important dans un tel contexte, hein, pour corroborer à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que il arrive qu'au bout d'un certain temps, que ça aurait dû être fini depuis longtemps, les gens vont dire des choses qu'ils n'ont pas dit au début. Parce qu'ils sont en confiance, et surtout quand c'est des choses un petit peu intimes. Alors, il y a une autre chose aussi qui est fait qu'on est enfin, satisfait, c'est on a projeté le film quand même dans quelques villages de la vallée. Et il est arrivé qu'il y avait dans les spectateurs des gens à qui il est arrivé soit d'avoir perdu leur maison, et plusieurs fois, les gens se sont levés à la fin en disant c'est exactement ce qu'on a ressenti. Vraiment, ils étaient complètement subjugués par le film parce que c'était vraiment ce qui leur était arrivé qu'on racontait, quoi. Alors qu'on ne les connaissait pas, ces gens-là. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vous faites parler les gens qui étaient sur place, qui ont vécu la catastrophe au plus proche, mais aussi les gens qui étaient dans l'inquiétude parce qu'ils Voilà. étaient ailleurs et ils étaient sans nouvelles de leurs proches. Et c'est tout naturel. On parle d'abord, dans une situation comme ça, des gens qui sont dans la souffrance d'avoir tout perdu, voire des vies. Donc, c'est absolument prioritaire. Mais et j'en fais partie en plus, donc je connais bien le problème, c'est quand on se trouve à l'extérieur de ça et que d'un seul coup, on découvre cette catastrophe absolument inouïe, les morts, les trucs, enfin, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer le plus vite possible pour participer à la solidarité. C'est-à-dire, pour nous, les gens de l'extérieur, et c'est le cas de Pierre et Marie-Jo notamment, ou de Sylviane qui était à l'extérieur, qui s'exprime dans le film, pour tous ces gens-là, c'était comment dire, on peut pas la comparer à la souffrance de ceux qui ont vécu la tempête, mais il y a une souffrance quand même, et surtout une espèce de culpabilité, parce qu'on ne peut pas contribuer à l'élan de solidarité sur place. Si on parle de technique pure, alors vraiment pure et dure, quand vous faisiez les interviews, en termes de prise de vue, prise de son, lumière, comment vous aviez conçu ces interviews-là? Quand on va voir les gens, le plus naturel possible, c'est qu'ils sont dans leur univers. Pourquoi aller les amener dans un autre univers alors que s'ils sont dans leur salon, parce qu'ils sont bien dans le salon, ils vont être libérés. Les deux jeunes et le paysan qu'on voit en bas, Bernard était là le jour où on a tourné ça, en bas aux Granges. Donc c'était en plein air, parce que c'est des gens du plein air et c'est des gens qui sont dans la nature toute la journée. Donc on a cherché d'abord à les placer dans un contexte qui était le leur, voilà, pour qu'ils soient le plus à l'aise possible. Ensuite, sur le plan technique, on a travaillé, alors Jean-Claude qui assure le son, et petite parenthèse d'ailleurs, il a suivi toute la formation son FFCV. Il m'a dit vraiment de dire que c'était cette formation extraordinaire et qu'il a appris beaucoup de choses. Il a été en relation directement avec la personne qui a fait tous ces tutoriels. Alors, on se connaît depuis plus de 40 ans avec Jean-Claude, c'est un passionné du son. Et donc, il avait un Zoom et on avait deux micro-cravates qu'on mettait lorsqu'il y avait seulement une ou deux personnes. Et on utilisait la perche quand il y avait un collectif. Voilà. Donc, et pour l'éclairage, on s'est servi beaucoup de l'éclairage naturel. Moi, j'aime bien ça parce que sinon, l'éclairage artificiel, il faut déjà le maîtriser. On n'est que des petits amateurs, c'est pas si simple. Néanmoins, on a essayé de trouver avec des réflecteurs, avec des lampes LED, voilà, des choses qui soient le plus naturelles possible, sans artifice. L'idée de tout ça, c'était de rester dans la sobriété. On a eu des tutoriels, c'est très bien, mais ça se limitait à des choses très théoriques. Maintenant, nos formateurs vont se déplacer dans la région. Nous allons lancer des tutoriels sur la lumière et l'année suivante, envoyer des gens dans la région. Donc, vous voyez, comme ça, on pourra essayer de progresser au mieux. Mais en tout cas, ça fait très plaisir parce
que vous nous dites, au moins, on a l'impression, on essaye d'être efficace. Et c'est bien, parce que c'est bien, on voit le résultat, quoi. Donc, c'est très, très bien. Derrière la petite carte blanche à Bernard et Christian, il se cache notre technicien Patrick Lanza, hein, donc qui avec Daniel Mator donc, a réalisé tous les tutos sauts. Voilà, on dit bonjour à Patrick. Et Patrick, justement, qui vous remerciait par le chat interposé, et puis qui revenait aussi sur la manière d'aborder les gens quand vous allez faire vos interviews. Il disait la prise de contact dans ces conditions se fait sans caméra pour ne pas être trop intrusif. Je pense que c'est ce que vous faisiez. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. La première chose, ça a d'abord été bon, dans un village de 160 habitants, c'est pas compliqué. On dit une phrase à quelqu'un, elle va s'y affiler dans les 5 minutes qui suivent auprès de tout le village. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a une question de confiance déjà. On se connaît. Donc, un étranger qui arriverait dans le village pour faire la même chose, mais sans approche vraiment très discrète, se ferait rejeter complètement, dans le milieu montagnard en tout cas. Et là, cette approche-là s'est faite évidemment hors caméra complètement, c'est-à-dire c'est un contact presque individuel avec chaque personne à qui j'ai dit, voilà, on ne va pas faire ce que les médias font, on va être aux antipodes de ça, on va chercher d'abord à ce que vous disiez simplement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez envie de dire, on respectera ça, et on vous montrera, quoi qu'il arrive, le montage final avant de le mettre sous forme d'un film. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout le monde a vu des petits bouts comme ça de montage et a dit OK, ça fonctionne. Mais le premier contact, effectivement, et même l'équipe, si on arrive avec 10 personnes, 50 caméras, tout ça, c'est même pas en rêve, ça peut fonctionner, quoi. C'est pas possible. Ou alors on fait un truc artificiel. Je dis pas le nom de la chaîne à laquelle je pense, mais bon, voilà. Donc, non, c'est vraiment une grande humanité qui s'est installée entre nous et un respect mutuel. Et pour ces gens-là, qui ont eu beaucoup de courage, parce que dire tout ce qu'ils ont dit devant une caméra, c'est pas si simple. Et moi, je me suis posé la question de dire si moi, j'avais été de l'autre côté de la caméra, est-ce que j'aurais été capable d'exprimer comme ils l'ont fait avec autant d'authenticité des choses aussi intimes. Pour revenir au niveau technique des interviews, est-ce que tu as filmé en 4K? Parce qu'on voit deux cadrages, un cadrage plus serré, un cadrage un peu plus large. Ou est-ce que tu as refait dire la phrase? Parce que ça s'enchaîne très bien, donc on a l'impression que c'est dans le mouvement, quoi. On n'est pas dans une fiction, donc on peut pas faire redire aux gens. On peut rien faire redire aux gens, rien du tout. Donc j'avais 2 caméras en permanence, en fait. Jean-Claude Génisson, Roselyne Lascript, et puis à tous les deux, on regardait un petit peu l'éclairage. Et j'avais une caméra gros plan et une caméra plan un peu plus large, et ça dépendait un peu du contexte. Soit c'était un plan vraiment large, soit c'était un plan un peu plus serré, et puis un gros plan sur les visages. Voilà. Donc en fait, ça permet effectivement de rythmer, je pense, hein, le film, parce que y a des images différentes que de rester sur toujours le même plan, qui aurait été vite très lassant. Voilà. Donc, et en plus, on n'était que 3, donc on n'était pas trop intrusif quand on allait voir les gens. Du point de vue strictement légal, il n'y a pas eu de contrat signé ou de protocole, mais vous n'avez pas fait signer un droit d'image en disant, ben, parce que au pire, quelqu'un qui signerait aujourd'hui que son témoignage ou quelqu'un qui aurait décédé et des ayants droit disent non, on veut pas que notre père on le retrouve dans cette situation. Si j'avais dit aux gens, voilà, une fois que vous êtes d'accord pour témoigner, je vais vous faire signer un papier, il serait parti en courant. Parce que dans un village comme ça, c'est la poignée de main qui compte encore, c'est la confiance réciproque. Pour les ayants droit, les générations suivantes, pour l'instant, que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes, les descendants des gens qui ont témoigné, qui ont tous vu le film, ils sont tous venus nous dire merci. Donc, on ne se fait aucun souci là-dessus. Demain, on peut effectivement tomber sur quelqu'un qui dit, ah, mais moi, mon grand-père, il a témoigné, je veux plus qu'il témoigne. Voilà, ça, c'est tout à fait possible, mais ça fait partie du risque qu'on prend en tant qu'amateur. Mais voilà, moi, je respecte ce fonctionnement qui me va très bien, et personne, en tout cas, je prends le risque de quelqu'un qui ira un jour. Ouais. Est-ce que ce film, il a une seconde vie, une vie hors fédération? Par exemple, à Borep, on a passé le film dans le cadre d'une séance de cinéma officielle, hein, quand il y avait un autre film, disons, plus professionnel avant, et après on a passé le nôtre. Et beaucoup de gens qui nous ont dit, mais votre film, faut le passer à Arte, j'en sais rien où, quoi. Il a été aussi, Christian, tu peux parler de Cannes? Il y a un festival, c'est créé il y a 3 ans, qui s'appelle le FIFES, le Festival international du film écologique et solidaire, qui est très intéressant dans la démarche, qui sont aidés par la ville de Cannes et qui ramène des films du monde entier maintenant. Et ce film-là, il est passé donc au mois de juin dernier en ouverture à Cannes, voilà, dans un très beau cinéma en ouverture de ce festival. Donc c'était une belle reconnaissance là aussi. Et après, on l'a passé dans un certain nombre de villages
de la Vésubie. Ça a donné lieu à des, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, de grands moments d'émotion de la part de gens qui n'avaient pas vu, qui ne le connaissaient pas et qui n'avaient pas pu s'exprimer pour se libérer de la souffrance qui était en eux. Et ce film-là a donné lieu dans ses projections publiques à des moments très forts sur le plan humain aussi. Bon, mais après, le diffuser sur les chaînes, il faut faire partie du CNC, il faut avoir une société de production. Enfin bref, c'est tout un truc qui nous dépasse complètement. Charles nous dit, on est dans les contraintes particulières du masque obligatoire, en principe, sauf erreur. Comment avez-vous pu gérer ça? Oui, les enfants étaient sous, comment dire, sous le couvert des deux institutrices du village qui étaient restées, elles, au village et qui avaient fait pendant toutes ces semaines, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école au village. Et ils étaient tenus par le rectorat que les enfants, quand ils allaient dans des lieux publics, mettent le masque. Donc, elles ne pouvaient pas faire enlever le masque aux enfants. Logiquement, si on avait gardé ce système-là, enfin ce principe-là, tous les gens qui ont témoigné auraient dû avoir un masque. Voilà. Bon, évidemment, personne n'avait envie de mettre un masque. Alors, pour finaliser cette carte blanche, la question qui tue, quels sont vos projets et comment vous allez gérer cette pression? Alors, je voulais simplement rajouter quelque chose sur le film. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que donc on fait partie de l'atelier vidéo de Borep et que lorsqu'on a terminé avec Christian un montage qui nous paraissait intéressant, j'ai passé le film auprès des collègues de Borep et c'est là qu'on a eu des petites remarques qui, moi, je pense, ont été assez subtiles pour rendre ce film encore meilleur. Et donc, je pense que ce côté de quand vous avez fait quelque chose, un film, alors on l'a fait à deux, bon d'accord, vous le présentez à des gens qui, c'est quand même intéressant plutôt que de dire, moi j'ai fait un film, je suis le meilleur. Et là, moi je suis persuadé que les petites remarques qui ont été faites par les collègues, eh ben, on donnait un petit plus au film en plus. Voilà. Oui, d'abord, on n'a pas de pression pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas d'enjeu. Sauf d'essayer de faire le mieux possible ce qu'on fait. Il n'y a pas de rapport de problème d'argent, il n'y a pas on n'est pas dans une course à la montre. On n'a qu'une envie, c'est de faire les choses le plus profondément possible. Bernard ou moi, on travaille dans ce sens-là tous les deux. Et alors, le prochain film, oui, il est là. Il aurait dû commencer avant La Tempête Alex. Ça a été remis d'1 an et demi. Grâce peut-être à cette tempête, il a mûri pendant ce temps-là. Ah oui. Donc, ouais, non, on est dans un film, dans une fiction, ce coup-ci, dans le monde de la musique. Voilà, je peux dévoiler le nom du film. Il va s'appeler Le violon de l'âme et la mécanique du temps. Rapidement, le pitch, c'est un jeune violoniste qui a été découvert à 4 ans comme enfant prodige. Pas dire trop. Non, on est dans ce travail-là et c'est extraordinaire parce qu'on a une équipe. Là, on est 14 personnes sur ce film, avec voilà 2 personnes par poste au cadrage, au son, à la lumière. On a trouvé les comédiens, on a déjà tourné 2 scènes. Vous allez pouvoir mettre en pratique les conseils que vous avez reçus de Jean-François Lapipe et Charles Ritter Alors, oui, lors de justement, la formation. je lui ai donné le scénario qu'on avait écrit. Et Ouais. il nous a fait quelques remarques sur effectivement le scénario. Et donc, voilà, et moi j'ai tenu compte de beaucoup de choses qui avaient été dites, soit des choses que Charles avait aussi évoquées dans sa partie. Donc, ça veut dire que vous appréciez quand même, a priori, ce que fait la CCV aujourd'hui en termes de formation. Je crois que Ah ben, tout à fait. vous les appliquez, etc. En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir d'avoir ce genre de retour. Si vous voulez, on va clore cette carte blanche. Merci Bernard, merci Christian, et merci à toute l'équipe, Norbert, Patrick, à la technique. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances et sachez qu'à la rentrée, la chaîne repartira avec des tutoriels, des discussions et que les formations vont reprendre dans les régions. Donc, on attend éventuellement, n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous le passer sur notre adresse mail. Et bonnes vacances à tous. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.